Mesdames et messieurs, c'est à contre-cœur que je sors de ma solitude pour m'exprimer en public sur un sujet qui ne me regarde pas de prime abord. En fait, il ne me regarderait pas si tout était pour le mieux. Mais comme ce n'est pas le cas, j'accomplis mon devoir de citoyen en tentant, si tant est que la parole d'un modeste particulier puisse y contribuer, d'agir contre une situation consternante et non sans danger. Ce sont les mots d'un de vos grands hommes fondateurs de la nouvelle société helvétique, Karl Spitteler. Notre point de vue suisse, c'est un discours qu'il a tenu le 14 décembre 1914 devant la nouvelle société helvétique à Zurich, à un moment où les tensions entre confédérés, entre germanophones et francophones en Suisse, avaient atteint un point suffisamment grave pour que Karl Spitteler, quand même le premier prix Nobel de littérature suisse, et le seul avec Hermann Hesse un peu plus tard, avait tenu à prendre la parole pour exhorter les citoyens suisses au vivre ensemble. Et surtout, les Suisses allemands au respect de la minorité francophone. Je ne pense pas qu'on soit dans une situation aussi dramatique que pendant la Première Guerre mondiale, particulièrement en ce qui concerne nos relations avec la majorité germanophone, même si on voit quand même des craquelures quand même qui se forment entre les deux côtés de la Sarine. J'observe notamment, mais je vais y revenir, que l'importance de Genève, l'importance de la Genève humanitaire, l'importance de la Genève multilatérale sont négligées, mal compris, parfois méprisées à Zurich, qui est quand même le centre de décision principal de la Suisse, hein, qu'on le veuille ou non, plus que Berne à mon avis. Et que la neutralité est indissociable du rôle de Genève comme une plateforme internationale d'envergure mondiale. Et ce rôle-là de Genève aujourd'hui, il est mis au défi par un certain nombre d'évolutions dans le monde qui, me semble-t-il, c'est mon sentiment de citoyen qui ne suis pas genevois, hein, qui, me semble-t-il, devrait appeler une réaction. Alors, d'abord, quels sont les défis? Et puis après, quelle pourrait être la réaction? Puis ensuite, j'aimerais avoir une conversation avec vous. Hein. Je ne sais pas même pas si ça peut faire 40 minutes, parce que je trouve que la conversation, c'est le plus important que de parler. Puis j'ai remarqué que dans ce genre de conversation, souvent, on n'avait jamais le temps pour parler vraiment de tout le monde et puis pour écouter surtout tout ce que les gens ont à dire. Le premier défi, il nous a en fait été posé par l'Ukraine. Bon, le conflit en Ukraine, on peut remonter très loin dans le temps, mais le conflit en Ukraine a vraiment commencé en 2014. Et puis entre 2014, on a eu de la chance d'ailleurs, parce que là on a pu vraiment utiliser nos neutralités, hein, parce que par miracle presque, la Suisse était devenue présidente de l'OSCE au moment où la guerre d'Ukraine a commencé à éclater, la première. Et puis miracle, c'était en plus le président de la Confédération qui était ministre des Affaires étrangères cette année-là. Donc c'est un concours de circonstances qui a fait que Didier Burkhalter a pu jouer un rôle très important pour faire cesser le conflit assez rapidement à travers sa présidence de l'OSCE, à travers l'OSCE. Et aussi, un des éléments qui a joué un rôle important, c'est que comme il était président, il avait accès avec les présidents de l'autre côté, c'est-à-dire y compris avec Poutine en Russie. Et là, le fait qu'il y ait la Suisse, avec sa réputation de pays neutre, et puis un Didier Burkhalter qui avait conscience de l'histoire de la Suisse, de son soft power, de ses traditions.
il a pu jouer le rôle qu'on attendait de lui, et donc essayer de mettre en place un cessez-le-feu avec le déploiement d'une mission d'observation de l'OSCE. Parallèlement à ça, la Suisse, toujours consciente de son rôle un peu différent des autres Européens et des Américains, enfin, qui représentent évidemment notre communauté de valeurs et notre communauté d'intérêt, enfin communauté de valeurs avec les Américains aujourd'hui, on va en discuter. C'est ce que Karine Keller-Souter prétend, mais on va pouvoir en parler davantage. Toujours est-il que, conscient de ce passé, la Suisse a décidé de ne pas s'associer aux sanctions européennes en 2014 et de prendre des mesures pour éviter le contournement des sanctions. Ce qui a apparemment satisfait nos voisins et nos principaux partenaires, puisque nous avons pu vivre de 2014 à 2022 sans faire face à des pressions ou à des critiques devant le fait que nous n'avions pas repris les sanctions européennes et américaines, mais que nous nous étions limités à éviter justement le contournement de ces sanctions. En 2022, vous vous souvenez que le 24 février 2022, les forces russes envahissaient l'Ukraine, ce qui a suscité beaucoup d'émotions, non seulement de la réprobation, mais évidemment la mise en place aussi d'une batterie de sanctions supplémentaires de la part des pays occidentaux contre la Russie. Un petit peu à la va-vite, je dirais. Si vous vous souvenez de cette époque-là, on a l'impression que les gens agissaient presque sous le coup de l'émotion. Il y avait une très forte pression dans les médias, il y avait une très forte pression dans l'opinion publique, il y avait une très forte pression dans les parlements pour faire quelque chose. C'est intolérable, une agression. Voilà, en 2022, les gens disaient la guerre revient sur le sol européen. Bon, ils avaient oublié qu'il y avait eu entre-temps la guerre de l'ex-Yougoslavie, qui était aussi en Europe. D'ailleurs, c'est pour ça que mon livre s'appelle Crime, le premier mot crime, parce que j'ai beaucoup travaillé avec Carla Del Ponte pour la poursuite des criminels de guerre de l'ex-Yougoslavie à La Haye avec elle, avec certains succès d'ailleurs. Enfin, ça a suscité beaucoup d'émotions, mais on a parfois l'impression que la réaction, prendre des sanctions, c'était une réaction hâtive, mal pensée. Certains croyaient qu'en prenant ces sanctions, y compris en écartant les banques russes du système de transactions bancaires qui s'appelle SWIFT, on mettrait l'économie russe à genoux. C'était les paroles je ne sais pas s'il faut dire le ministre ou le professeur, maintenant le professeur Lemaire qui enseigne à l'université de Lausanne, qui était ministre de l'économie français à l'époque, a vu cette formule, on va mettre la Russie à genoux. Maintenant, on se rend compte, presque d'ailleurs au jour près, 3 ans plus tard, que les sanctions ont probablement fait plus de mal à l'Europe qu'elles n'ont fait de mal à la Russie. Et la Suisse, dans un premier temps, a décidé, le Conseil fédéral a tenu une conférence de presse où il a dit, ben voilà, on va faire comme on a fait en 2014, on va prendre des mesures pour éviter le contournement des sanctions. Et puis il y a eu un coup de théâtre que, je ne sais pas si vous avez compris, moi je n'ai pas compris. Il y a eu un coup de théâtre qui a été que 4 jours plus tard, donc Dieu sait ce qui s'est passé ce week-end-là, le Conseil fédéral a convoqué une nouvelle conférence de presse pour dire non, finalement on reprend les sanctions. Et c'était une scène assez pénible, parce que nous avions là notre ministre des Finances de l'époque, Ueli Maurer, qui n'est pas un Européen convaincu, c'est le moins qu'on puisse dire, qui en plus avait réalisé, je crois que c'était juste avant le Covid, donc probablement en 2019, une présidence remarquable. C'est ce qu'on attend d'une présidence suisse, d'un pays, alors je sais que vous aimez le terme souverain, mais d'un pays qui a sa fierté, qui a sa culture, qui a sa tradition, et qui a son existence propre, je dirais presque son autonomie. En allemand, il y a un mot pour désigner ça, dont je n'ai pas vraiment trouvé l'équivalent français, c'est la Selbstbehauptung, l'affirmation de soi, la confiance d'être soi-même.
Donc Ueli Maurer, qui a fait une année présidentielle extraordinaire, c'est le seul président suisse à avoir rencontré pendant sa présidence, officiellement, les présidents chinois, russes et américains. Et c'est le premier et le seul président suisse à ce jour qui a été invité officiellement au bureau ovale de la Maison-Blanche par le président américain, qui était Donald Trump. Donc on a eu cette scène un peu pénible où on voyait Ueli Maurer, qui avait un bout de papier qui disait c'est ouais, voilà, alors on va reprendre la sanction XY, et puis la sanction Z, et puis la sanction A, puis la sanction B. Et chaque fois, il disait parce que l'Union européenne l'a décidé, parce que l'Union européenne l'a décidé, parce que l'Union européenne l'a décidé. Donc on a fait du suivisme de ce qu'avait décidé l'Union européenne. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Alors la raison officielle, ce sont les violations graves du droit international. Alors moi, j'ai aucun doute là-dessus que l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 était un acte d'agression, donc une violation très grave du droit international. Ceci dit, est-ce qu'il s'était passé quelque chose de tellement dramatique ce week-end-là entre la décision de ne pas prendre de sanctions et puis la décision de prendre les sanctions qui justifiait ce changement fondamental à 180 degrés d'attitude? Non, l'agression existait déjà le jeudi et il ne s'était pas passé d'événements fondamentaux qui auraient fondamentalement changé les circonstances le mardi. Donc je crois que beaucoup de gens, comme moi, n'ont pas compris pourquoi ce revirement s'était opéré. Alors quand on demande aux gens qui étaient un peu dans les cercles de décision, ils disent oh, si vous saviez les pressions. Oui, on aimerait bien savoir, justement. On aimerait bien savoir parce qu'on ne nous a jamais dit. Et j'ai l'impression que le peuple suisse n'aime pas trop qu'on les prenne pour des idiots. Je pense que le peuple suisse, dans toutes les votations souvent super complexes sur lesquelles on l'appelle à se prononcer, sait faire preuve d'une très grande maturité. Et si on avait dit au peuple suisse, écoutez, voilà, les Américains ou les Européens nous menacent de, je ne sais pas quoi, allez, pour prendre un cas un peu extrême, de retirer la licence bancaire du Crédit Suisse, qui existe encore à l'époque, ou de l'UBS, le peuple suisse aurait dit, bon, ben bien sûr, si c'est ça l'enjeu, on va choisir nos intérêts économiques fondamentaux plutôt que le fait de ne pas prendre de sanctions. Donc on va s'associer aux sanctions parce que c'est dans notre intérêt. On fait une pesée d'intérêt. Je pense que le problème qu'il y a eu là, c'est que on n'a pas vraiment expliqué aux Suisses pourquoi ces mesures ont été prises. Et puisqu'on n'a pas expliqué aux Suisses pourquoi ces mesures ont été prises, ça a entraîné une certaine méfiance vis-à-vis des autorités fédérales, méfiance d'ailleurs, qui s'est vérifiée dans les urnes au cours même des derniers mois. Hein. Je crois que sur les 2 derniers dimanches de votation, il y a à peu près 80% des objets qui étaient soutenus par le Conseil fédéral qui ont été rejetés et seulement 20% qui ont été approuvés. Donc ça montre qu'il y a une césure qui s'est opérée. Évidemment, l'UDC a foncé dans la brèche en lançant son initiative pour la neutralité, on va peut-être en reparler plus tard, qui interdit justement la reprise de sanctions autres que celles décidées par le Conseil de sécurité. Cette décision du Conseil fédéral, je m'attarde un petit peu là-dessus parce qu'elle a eu des conséquences importantes. Des conséquences importantes à la fois à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. À l'extérieur du pays, elle a donné l'impression que la Suisse renonçait à sa neutralité. Dans un grand consensus rare, à la fois les présidents américains et russes ont affirmé que la Suisse n'était plus neutre. Alors dans un esprit différent, hein, Poutine, enfin les Russes, ont dit ça y est, vous n'êtes plus neutre, ils nous ont mis sur une liste de pays hostiles. Et puis les Américains, plutôt triomphants, Biden lui-même a dit super, la Suisse n'est plus neutre, on a gagné,
la Suisse n'est plus neutre. Les Américains n'ont jamais eu beaucoup de compréhension pour le concept de neutralité, puisque you are with us or against us, c'est quand même ça la mentalité américaine. Donc cette décision a eu un effet sur la perception de la neutralité dans le monde, mais pas seulement sur la perception, aussi sur sa mise en œuvre et sur les possibilités d'action de la Suisse qui, jusque-là, on l'avait encore vu avec Didier Burkhalter en 2014, pouvait jouer un rôle utile, même dans des conflits qui concernaient les grandes puissances, comme en 2014. Et du coup, ce sont d'autres pays qui se sont mis sur le devant de la scène, à commencer par la Turquie. Alors, la Turquie est un pays qui ne peut pas être désigné comme neutre, vu qu'ils font partie de l'OTAN. En plus, ils réussissent des prouesses de gymnastique géopolitique, d'un côté en fournissant des armes à l'Ukraine, mais de l'autre en maintenant des bonnes relations avec Moscou, en vendant à Moscou le droit de construire une centrale nucléaire, par exemple. La centrale nucléaire qui est construite au bord de la Méditerranée est une centrale nucléaire russe pour laquelle les Russes ont payé d'ailleurs assez cher le droit de concession. Alors malgré cela, ce sont les Turcs qui ont réussi à s'imposer comme médiateurs entre les Ukrainiens et les Russes. Et ces négociations ont commencé par une rencontre entre les deux ministres des Affaires étrangères en marge d'un forum à Antalya organisé par le ministre turc des Affaires étrangères en mars 2023, donc quelques semaines, quelques jours après le début des hostilités, après le début de l'invasion russe. Et puis dans le couloir, j'ai rencontré une personne que je connaissais bien, qui était le vice-ministre turc des Affaires étrangères. Et puis à l'époque, on portait encore le masque à cause du Covid. Et puis il arrivait vers moi, il a enlevé son masque, il avait un sourire jusqu'aux oreilles et il m'a dit « Jean-Daniel, on fait votre travail. Genre, on a repris ce mandat que vous aviez réalisé avant. » Alors j'étais évidemment content pour les Russes, mais j'étais quand même un peu chiffonné qu'un Turc me dise quelque chose comme ça. Mais j'étais évidemment aussi très heureux de voir qu'il y avait la possibilité de mettre fin à ce conflit très tôt, parce que j'ai suffisamment été impliqué dans des guerres sanglantes dans les Balkans et au Moyen-Orient pour savoir que la première chose à faire quand il y a l'éclatement d'hostilités quelque part, c'est d'essayer de mettre fin à ces hostilités le plus vite possible. Parce que plus la guerre dure, plus des gens meurent, plus des gens sont blessés, plus les séquelles sur la société dureront longtemps et plus la reconstruction, la réhabilitation aussi prendra du temps, à supposer qu'elle ait lieu un jour. Donc, ce sont d'abord les Turcs qui se sont engouffrés dans la brèche. Je veux dire, j'ai été content quand, après un téléphone entre Ignacio Cassis et le ministre turc des Affaires étrangères, Çavuşoğlu, j'ai été invité au ministère des Affaires étrangères pour voir comment la Suisse pourrait contribuer à l'effort de médiation turque. Et ce qui montrait que ce n'était pas perdu, on avait encore une possibilité de revenir dans le jeu comme médiateur, grâce à la neutralité. En effet, c'était fin mars, les négociations avaient bien progressé, il y avait un accord sur la table, et le ministre m'a dit, écoute, tous les éléments sont en place, maintenant, pour un cessez-le-feu, maintenant il y a certains sujets à approfondir, dont la nature de la neutralité ukrainienne. Alors nous, les Turcs, la neutralité, ça nous lie évidemment rien du tout. Par contre, vous, Suisses, vous êtes vraiment le symbole, l'icône mondiale de la neutralité. Vous montrez un drapeau suisse à peu près depuis le fin fond de l'Amazonie jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou du Groenland, qui n'est pas encore américain, jusqu'à la Terre de Feu. Et puis vous montrez le drapeau suisse, puis les gens auront ces images qui leur viennent à l'esprit, qui seront autour de la neutralité, puis peut-être du petit couteau suisse et du chocolat. Mais la neutralité est au cœur de tout ça. Donc, pour donner une crédibilité à sa médiation, il voulait s'associer à la Suisse. Et à la fin de la réunion, il m'a dit, tu sais, Jean-Daniel,
Je ne suis pas optimiste, même si tous les éléments sont en place pour un cessez-le-feu assez rapidement, parce qu'il y a certaines grandes puissances qui ont un agenda global et qui n'ont pas envie de mettre fin à ce conflit rapidement ou immédiatement. Et effectivement, un peu plus tard, Boris Johnson allait à Kiev et le ministre américain de la Défense disait qu'il fallait d'abord affaiblir la Russie. Bon, on a vu comment on a réussi à affaiblir la Russie au cours des 3 dernières années. Avec la nouvelle administration américaine, le temps est à nouveau à essayer de mettre fin à ce conflit à travers des négociations qui sont beaucoup plus compliquées qu'en 2022, parce que comme les Russes ont l'impression d'être sur une pente victorieuse, ils ont des prétentions beaucoup plus élevées qu'il y a 3 ans. Mais où se déroulent les négociations? En Arabie Saoudite. Ce qui montre bien qu'il y a de nouveaux acteurs qui s'imposent sur la scène internationale, comme dans des rôles où traditionnellement la Suisse pouvait apporter sa pierre et contribuer à se rendre utile. Donc, l'Ukraine a mis en exergue, à mon avis, l'importance, pas juste du droit de la neutralité, mais de la politique de neutralité, de la perception de la neutralité. Donc pour moi, c'est le premier défi. Si vous voulez, c'est un peu comme une fusée à 3 étages. Le premier étage, c'est le droit de la neutralité qui revient, grosso modo, à ne pas favoriser militairement une des parties à un conflit. Puis là, je pense qu'on est dans les lignes. On a même interdit la réexportation du matériel de guerre suisse. Je ne suis pas sûr que ça ait été absolument nécessaire, mais c'est dans la loi. Donc, on a appliqué la loi. Le deuxième étage de la neutralité, ça doit être la politique de neutralité. Et là, c'est vraiment le Conseil fédéral qui jouit d'une très 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 grande marge de manœuvre. On l'a vu en février 2022. Et des décisions qui sont prises à cet étage-là par le Conseil fédéral dépend le troisième étage, qui est évidemment le plus important pour notre rayonnement dans le monde, c'est la perception de la neutralité. Or, la perception de la neutralité suisse dans le monde a souffert des décisions prises en février 2022. Maintenant, je veux dire, c'est facile de critiquer le Conseil fédéral ou Ignacio Cassis pour ses décisions, mais il faut bien reconnaître qu'il y avait quand même, est-ce que c'était un consensus, en tout cas une grande majorité en faveur de ce genre de mesures, souvent pour des raisons émotionnelles d'ailleurs, que ça soit au sein du Parlement, au sein de l'opinion publique. On a vu comment les réfugiés ukrainiens ont été accueillis quand même de manière très généreuse par les Suisses, pas juste par le gouvernement, par les Suisses en 2022. Et puis la presse surtout alémanique, la presse Ringier et la presse de la Neue Zürcher Zeitung était très va-t-en-guerre. D'ailleurs, c'est comme l'a rappelé un de mes anciens collègues, Paul Widmer, dont je recommande le livre L'identité suisse au défi. Ça a fait ressurgir, surtout dans la NZZ, un vieux fond de russophobie que j'ai de la peine à m'expliquer. On sait que la NZZ, évidemment, à l'époque de l'Union soviétique, était très, très anti-soviétique. Ça se comprend, on était tous, je pense, tous ceux qui ont un esprit libéral. On sait que les Suisses ont accueilli les réfugiés hongrois et tchèques en 1956 et 1968 avec aussi un peu d'une générosité qui rappelle la générosité avec laquelle on a accueilli les réfugiés ukrainiens. Mais ça n'explique pas tout. Il y a un vieux fond de russophobie qui a ressurgi qui date de bien avant. Et Paul Widmer a retrouvé un article de la Neue Zürcher Zeitung de 1853. 1853, c'est la guerre de Crimée. C'est la guerre de Crimée, c'est donc quand un corps expéditionnaire franco-britannique est allé guerroyer en Crimée pour empêcher aux Russes d'avancer vers Istanbul. La hantise des Anglais, ça a toujours été que Istanbul devienne une capitale russe, enfin une ville russe,
Et l'ambition des Russes, depuis les tsars, ça a toujours été l'accès direct aux mers chaudes, évidemment. Le Bosphore et les Dardanelles constituent un goulet d'étranglement. Et la Neue Zürcher Zeitung, en 1853, appelait à l'envoi d'un contingent suisse de 12 000 soldats aux côtés du corps expéditionnaire franco-britannique. Donc, cette espèce de vieux fond de russophobie, ou est-ce que c'est de l'anglophilie, je ne sais pas exactement, évidemment, n'est pas nouveau. Donc, la neutralité suisse a été érodée, et donc le soft power suisse aussi, sa capacité d'agir dans le monde, avec les décisions prises en lien avec l'Ukraine. Je parlerai maintenant du défi du Moyen-Orient, parce que je pense que là encore, notre neutralité a été écornée, peut-être encore davantage. Aujourd'hui, la Commission des affaires étrangères du Conseil des États a décidé de supprimer toute assistance financière à l'UNRWA. Bon, ça doit repasser en plénière, mais ça serait une grande surprise si la plénière décidait autrement que la Commission. Et ça s'est peu dit dans la presse suisse ou dans les médias suisses, mais sur le dossier du Moyen-Orient, après l'horreur du 7 octobre à Gaza, la Suisse s'est toujours rangée du côté du gouvernement israélien. Même dans les votes au Conseil de sécurité des Nations Unies, dont nous étions membres jusqu'au 31 décembre de l'année dernière, les votes ont toujours été comme téléguidés par les intérêts de Washington et peut-être aussi les intérêts du gouvernement israélien. La décision sur l'UNRWA est une décision qui écorne, enfin l'ensemble des décisions qui ont été prises écorne notre neutralité auprès du monde arabe, parce qu'en plus de couper les vivres à l'UNRWA, en plus d'avoir voté, disons, selon les vœux anglo-américains et israéliens, au Conseil de sécurité, on a pris une série de mesures qui nous ont été, je dirais, dictées par le gouvernement de Benjamin Netanyahou, sans qu'il y ait vraiment de nécessité de notre part de prendre ces décisions, ou de ne pas prendre certaines décisions. D'abord, la criminalisation du Hamas, c'est une rupture avec une politique suisse qui a été établie depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on désigne comme organisation terroriste seulement celles qui figurent sur les listes terroristes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi changer cette pratique? Et puis ensuite, après le Hamas, viendra le Hezbollah. Il y a déjà des interventions parlementaires qui vont dans ce sens-là. Et puis peut-être que l'étape suivante, ça sera d'avoir une attitude plus dure, peut-être même de renoncer à la représentation des intérêts américains en Iran. Mais la campagne a déjà commencé dans la presse suisse alémanique ce week-end pour attaquer l'Iran et essayer de changer, disons, la politique suisse vis-à-vis de l'Iran, qui est toujours un peu modérée vu qu'on représente justement les intérêts américains là-bas. En plus de l'UNRWA, du Hamas, du Hezbollah et peut-être de l'Iran en Suisse, ensuite, il y a une autre décision qui est passée relativement inaperçue, c'est que la Suisse a décidé de ne pas sanctionner les colons israéliens violents. Donc, on lit un peu de ce qui se passe à Gaza, on lit moins de ce qui se passe en Cisjordanie, mais en Cisjordanie, il y a une violence des colons. Donc, on parle à peu près 600 000 colons, dont, grosso modo, moins de 10% sont des colons violents, c'est-à-dire qu'ils attaquent physiquement des Palestiniens sous le regard neutre de l'armée israélienne, détruisent des maisons, essayent ainsi d'augmenter les terres qu'ils occupent illégalement. Et dans ce dossier-là, les Américains ont commencé par prendre des sanctions contre les colons les plus violents. Ensuite, les Européens ont suivi, et il y a eu une discussion, il y a eu un débat au Parlement suisse, et la Suisse a décidé de ne pas sanctionner ces colons violents, ce qui a été encore une fois perçu
comme une preuve que sur le dossier proche-oriental, la Suisse est parfaitement alignée sur les positions du Likoud, qui est au pouvoir. J'ajouterais que je sais d'expérience, j'ai aussi été 5 ans ambassadeur en Israël, que le Conseil fédéral est très perméable aux pressions et puis aux messages qui reçoivent des milieux très proches du Likoud, y compris sur la notion d'un grand Israël, comme quoi Israël aurait le droit d'annexer la Cisjordanie, ce qui va peut-être se produire à l'avenir. En 2020, quand j'étais ambassadeur en Israël, j'ai écrit, pour ceux qui douteraient que le résultat de ces décisions suisses soit le résultat d'opérations d'influence israélienne, je veux juste vous raconter que j'ai écrit en 2020 un rapport sur les opérations d'influence d'Israël en Suisse, quand j'étais ambassadeur en Israël, et que je croyais écrire un avertissement et j'ai vu que j'ai écrit un scénario, parce que j'ai dit, voilà, les objectifs d'Israël, c'est arrêter le financement à l'UNRWA, enfin détruire l'UNRWA, 2, que la Suisse déclare le Hamas et le Hezbollah des organisations terroristes, et puis qu'on change notre politique sur l'Iran. Et puis maintenant, 5 ans plus tard, pratiquement tout cet agenda que j'avais prévu en 2020 a été mis en œuvre, et aussi de la manière dont j'avais imaginé, c'est-à-dire grâce à l'influence du gouvernement israélien, mais aussi de certaines ONG, dont une basée ici qui s'appelle UN Watch, et puis à travers des influences au Parlement suisse, notamment à travers le groupe d'amitié Suisse-Israël. Bon, deuxième sujet sur lequel la neutralité suisse a été largement écornée au cours des dernières années, c'est le dossier proche-oriental. Alors qu'on avait vraiment joué un rôle utile par le passé, alors l'initiative de Genève, qui servait de base aux négociations, ça j'ai pu m'en rendre compte aussi quand je m'occupais du dossier. La dernière fois qu'il y a eu des négociations sérieuses, c'était avant que Netanyahou retourne au pouvoir. Et ces négociations, le négociateur israélien, qui est un ami, me disait vous avez été trop bon comme vous avez rédigé l'initiative de Genève, parce que, évidemment, quand je dois rédiger mes propositions sur des sujets comme les réfugiés, la sécurité, le statut de Jérusalem, je me base sur vos textes, et puis je dois essayer de les paraphraser pour qu'on ne reconnaisse pas que c'est l'inspiration, c'est l'initiative de Genève. Donc voilà, il avait ce livre ouvert devant lui quand il préparait les propositions israéliennes. Mais même par la suite, encore en 2000, parce que c'était 18 ou 19 avant le Covid, nous avons reçu, notre envoyé spécial, mon successeur de l'époque, Roland Steiniger, a reçu un mandat de la part de Netanyahou lui-même d'essayer de négocier avec le Hamas la libération de 2 corps, ou le retour de 2 corps de soldats israéliens et de 2 civils israéliens qui s'étaient fourvoyés à Gaza, en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Donc on avait un rôle parfaitement particulier qui était reconnu et accepté par Israël. Et puis voilà, ça c'est un rôle qu'on a décidé de ne plus avoir. C'est un peu quand même de l'autocastration. Ensuite, nous avons un troisième défi qui est le défi Trump, qui est moins lié directement à la neutralité, mais plutôt à la Genève internationale et au multilatéralisme. Enfin, on a cru comprendre, je crois, que there is a new sheriff in town, comme disait M. Vance, le vice-président américain à Munich l'autre jour. Et dans la version américaine du Far West, le shérif s'en compte peu des textes de droit de la loi. Donc, ça fait longtemps qu'on évolue vers un monde qui est dirigé par les rapports de force plus que par le droit. On avait eu cet espoir, après la chute du mur, qu'on pourrait aller vers un monde c'est parfaitement dans l'intérêt d'un petit pays comme la Suisse, hein, d'un monde qui soit dirigé par le droit international, avec des institutions internationales fortes, à commencer par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis à partir de 1999, la guerre du Kosovo, encore plus 2003, la guerre d'Irak, on a vu que les grandes puissances, et puis évidemment ensuite la guerre de Géorgie, la guerre d'Ukraine, on a vu que les grandes puissances s'embarrassaient peu de considérations de droit international pour mettre en œuvre les politiques qui semblent être dans leur intérêt national. Et je crois que ces premières semaines de Trump ont montré
qu'on est, on est de nouveau, un peu comme au XIXe siècle, dans une logique de rapport de force, où le droit a finalement peu de place. Je vais conclure, puis après on peut avoir une discussion. Je crois que la question qui se pose pour vous, qui faites partie d'une association qui a créé la Suisse moderne, hein, je crois que la société helvétique, qui est l'ancêtre quand même de la nouvelle société helvétique, a émergé du siècle des Lumières et puis a en partie, on peut dire, créé la Suisse moderne. On vit dans la maison d'une des personnes qui a peut-être eu le rôle le plus important dans la création de la Suisse telle qu'elle est aujourd'hui, non seulement en gagnant la guerre du Sonderbund, mais bon, et puis comme urbaniste, architecte, mais surtout, à mon avis, comme rédacteur et inspirateur des premières conventions de Genève. Parce que quand même, la première convention de Genève, je crois qu'il a contribué à l'écrire, mais c'est pratiquement du copier-coller de sa proclamation à l'armée de 1847, lorsque la guerre du Sonderbund a commencé. Il a fait une proclamation à l'armée où il a dit « protégez les femmes, les enfants, les prisonniers, les blessés, les malades ». Tout ce qu'on retrouve finalement dans les conventions de Genève, à savoir que les personnes qui ne sont pas des combattantes méritent la protection humanitaire. Alors voilà, on est dans cette maison, on est dans cette ville qui représente, cette organisation qui représente beaucoup, et je crois que la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est rattrapable? Est-ce que cette diminution, cette dégradation de notre standard international est rattrapable? Alors il faut essayer, hein. Moi je pense qu'on n'a pas le choix. On a le choix entre devenir le Luxembourg des Alpes ou bien de continuer à essayer d'assumer un rôle particulier qui a été le nôtre pendant quand même beaucoup d'années dans le monde. Moi je trouve que ça vaut la peine de continuer à essayer. On a quelques atouts, notamment un soft power qui reste vivant, qui reste intact dans la plupart des pays de la planète. Alors peut-être moins la neutralité, la tradition humanitaire, c'est chancelant aussi. Mais on a quand même encore beaucoup d'autres atouts, notre économie, notre éducation, notre recherche, notre innovation. Donc je pense qu'on peut rassembler ces énergies-là et pour projeter une image positive de la Suisse qui joue un rôle dans le futur. Mais je ne suis pas sûr qu'avec le casting actuel, on va y arriver. Il n'y a que Parmelin qui s'en sort bien, il me semble. Pourtant, Dieu sait, moi je suis d'aucun parti. Hein. mais quand même, avec son bon sens de vigneron vaudois, je trouve, je ne sais pas si vous l'avez vu à la télévision, c'est hier soir ou avant-hier soir. Franchement, je trouve qu'il s'en sort bien. Lui, il a l'air de savoir où il va. Il a l'air d'avoir une boussole dans la tête, lui. Il est toujours optimiste. Et voilà, bah écoutez, parce qu'après l'hiver vient le printemps, puis l'été, et puis les bourgeons vont venir, et puis les grappes, et puis après on pourra nous presser le raisin. C'est du bon sens paysan qui me plaît beaucoup. À part ça, mais il y a d'autres, voilà, enfin, à part ça, le casting, je me fais un peu du souci quand même. Enfin voilà, pour essayer de mener des réflexions, aussi pour ne pas laisser la neutralité, le monopole de la neutralité à l'UDC, comme on a laissé le monopole de l'Europe et de l'immigration à l'UDC pendant bien trop longtemps, nous avons créé avec quelques amis, dont Nicolas Ramseyer, qui était là tout à l'heure, un centre de Genève pour la neutralité. Et quand on est à ses premiers balbutiements, on est en train de mettre en place une structure, on n'a pas encore vraiment de budget, on a notre première assemblée générale demain, et l'idée c'est vraiment de créer un cadre pour réussir à parler de la neutralité d'une manière qui soit dépassionnée, mais qui serve justement les intérêts à long terme de la Suisse. Et notamment, moi je vois une opportunité pour la Suisse de se réhabiliter en 2026, lorsqu'elle aura la présidence de l'OSCE, pour autant qu'il y ait un accord entre Russes et Américains. Ça pourrait nous donner des opportunités de faire avancer certains dossiers, notamment en retour à un système de contrôle des armements qu'il n'y a plus en Europe, où l'OSCE avait joué un rôle particulier, et la Suisse, par le passé, a joué un rôle particulier. Donc voilà un peu ce que j'espère, voilà un peu mes visions pour l'avenir, mais je pense que la neutralité est un sujet trop important
qui appartient trop à l'identité suisse pour qu'on n'en parle pas. Et comme elle est en crise aujourd'hui, je pense que ce genre de discussion, comme on a ici, comme on a ailleurs, c'est important de les avoir pour réfléchir sur le sens de ce concept de neutralité aujourd'hui, sur le sens. Mais quand on parle du sens de la neutralité suisse, on parle du sens de la Suisse. Que voulons-nous être comme unité collective avec nos amis de Zurich, de Bâle, de Saint-Gall et du Tessin dans l'avenir? Voilà mon introduction et maintenant je serais heureux de participer à une conversation.